Alors, bienvenue. Et si derrière nos quêtes spirituelles modernes se cachait quelque chose de, disons, plus personnel? Aujourd'hui, on explore une idée vraiment fascinante. Et si le centre de gravité de la foi avait basculé de l'universel vers notre propre ego? Allez, on plonge ensemble dans ce phénomène qu'on appelle le narcissisme spirituel. Cette citation, elle est percutante, n'est-ce pas? Elle résume parfaitement le changement dont on va parler. D'un côté, une spiritualité de la soumission à plus grand que soi, de l'autre, une spiritualité où c'est notre volonté personnelle qui doit primer surtout. C'est une véritable révolution psychologique. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le premier grand concept, c'est cette idée de sacralisation du moi. C'est une idée simple en apparence, mais en réalité, elle est redoutablement puissante. L'individu devient littéralement le centre sacré de son propre univers spirituel. Le concept clé, donc, c'est celui de narcissisme spirituel. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est une inversion totale des valeurs traditionnelles. Le but n'est plus du tout de dissoudre son ego pour toucher à quelque chose de plus grand, non. Au contraire, le but c'est de le polir, de le bichonner, de l'optimiser jusqu'à en faire une sorte d'idole. C'est ce fameux faux self, cette version idéalisée de soi-même qui prend les commandes. Et attention, ça, ce n'est pas juste une théorie abstraite. On le voit partout autour de nous, dans l'idée qu'on peut manifester sa réalité, ou cette injonction permanente à devenir la meilleure version de soi-même. Le fil rouge derrière tout ça, c'est l'idée que le monde extérieur n'est finalement qu'une sorte de pâte à modeler pour notre volonté. Ok, mais petite pause, faisons bien la part des choses. Est-ce que toute affirmation de soi est forcément narcissique? Absolument pas. Et cette distinction, elle est cruciale si on ne veut pas tomber dans une caricature grossière. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Il ne faut pas oublier que toutes les grandes luttes pour les droits civiques, pour l'émancipation, eh bien, elles sont parties d'une affirmation de soi extrêmement puissante et légitime. Donc, attention à ne pas tout mettre dans le même sac. Cette comparaison est très parlante, je trouve. D'un côté, on a une personne opprimée qui revendique sa place, sa valeur, et qui récupère un pouvoir qui lui a été volé. C'est sain. De l'autre, on a un individu qui voit le monde comme un simple outil au service de sa propre gloire. Là, on bascule dans l'inflation de l'ego. La frontière est parfois fine, mais elle est absolument décisive. Et c'est là que ça devient encore plus subtil. Le truc, c'est que ce mécanisme, il n'appartient à aucun camp en particulier. Le narcissisme, c'est un peu comme un colonisateur idéologique. Il peut s'installer et prospérer absolument partout. Et regardez ça. Qu'on soit athée, croyant, militant, mystique, peu importe, l'ego trouvera toujours un moyen de se mettre en valeur, de se sentir supérieur. Il va utiliser la lucidité de l'athée, la foi du croyant, le savoir du mystique ou la pureté morale du militant. Le carburant change, mais le moteur reste le même, nourrir son sentiment de supériorité. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on va voir que ce phénomène n'est pas juste une affaire de psychologie individuelle. C'est peut-être le symptôme de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus profond dans notre société. Les sources analysées parlent d'une crise de la médiation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu technique? En gros, c'est l'idée que les grands piliers qui donnaient un sens collectif à nos vies, les rituels, la communauté, les grandes traditions, se sont affaiblis, se sont effrités. Et ils ont laissé un vide. Et ce schéma explique la mécanique, presque implacable, qui en découle. Première étape, les grandes structures collectives s'effondrent. Deuxième étape, l'individu se retrouve tout seul, avec sur les épaules un poids immense, celui de créer son propre sens à partir de rien. Forcément, étape 3, l'anxiété identitaire monte en flèche. Et alors que se passe-t-il? Étape 4, pour compenser ce vide et cette angoisse insupportable, l'ego n'a pas d'autre choix que de se gonfler, de s'auto-diviniser. C'est une stratégie de survie psychique en quelque sorte. Tout ça nous amène à regarder le débat d'une toute autre manière. La vieille opposition entre, disons, la religion et l'humanisme, est-ce que c'est encore vraiment le sujet aujourd'hui? Peut-être pas. Peut-être que la vraie ligne de fracture, elle est passée ailleurs. En fait, la vraie différence ne serait plus entre les doctrines elles-mêmes, mais dans leur fonction psychologique. La question centrale devient, est-ce que ce système de croyance, quel qu'il soit, sert à rassurer et à protéger l'ego, ou est-ce qu'il sert à le transformer en profondeur? Et cette comparaison, elle est super éclairante. D'un côté, on a des systèmes qui vont, disons, coconner le faux self, le mettre à l'abri de l'anxiété. Leur but, c'est de rassurer. Et de l'autre, on a des systèmes qui demandent au contraire de traverser l'inconfort, de faire face à l'anxiété, pour justement dissoudre ce même faux self. La différence est simple au fond. Les premiers rassurent, les seconds transforment. Bon, d'accord. Mais alors, la question à $1 million, comment en est-on arrivé là? Eh bien, la réponse est peut-être que notre culture joue un double jeu assez paradoxal. Voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas choisir. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps.
Notre culture contemporaine, d'une part, crée les conditions parfaites pour l'émergence du narcissisme, et d'autre part, elle fait sauter tous les anciens verrous qui le contenaient. On peut vraiment voir notre société comme une sorte d'usine. Une usine à double effet. D'un côté de la chaîne de montage, elle fabrique des égos fragilisés par la compétition, qui ont un besoin viscéral de se sentir grands. Et de l'autre côté, sur la même chaîne, elle démantèle tous les anciens garde-fous, la tradition, la communauté, le sens du sacré collectif, bref, tout ce qui limitait l'expression débridée du narcissisme. Et tout ça, ça crée une boucle qui s'auto-alimente, un véritable cercle vicieux. Suivez bien le raisonnement. Étape 1, la société de la performance génère des égos fragiles. Étape 2, ces égos cherchent refuge dans des spiritualités qui les flattent, qui leur disent qu'ils sont des dieux. Étape 3, ça normalise la grandiosité. Et étape 4, cette grandiosité, elle devient un atout dans la société de performance. Et hop, la boucle est bouclée. On termine donc là-dessus, avec la question la plus importante et sans doute la plus difficile. Si le narcissisme est si doué pour se déguiser en libération et en épanouissement, comment faire la différence? Comment distinguer une saine et légitime reprise de pouvoir personnel de ce que les sources appellent une prédation symbolique, où l'on dévore le monde pour nourrir son ego? La question, évidemment, reste ouverte.